Face à notre invité maintenant, face aux experts. Bonjour Alain Madelin. Bonjour. Vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances. Est-ce que déjà vous avez regardé les vœux du président hier soir? Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que déjà très bonne nouvelle. ce mea culpa vous a convaincu? Non. Mais non. Très bonne nouvelle, il est décidé à regarder l'avenir en face. Ah, et ça change tout. Bien ça. 2050, c'est bien, je trouve que les 20 ans qui viennent, je pèse mes mots, seront les plus extraordinaires que l'on a vus dans l'humanité. Il y a un choc du futur qui est considérable, le choc du progrès scientifique, technologique, etc., qui va tout bouleverser, tout bouleverser. Et avec de bonnes nouvelles, hein. Moi je fais des allers-retours permanents dans le futur, si j'ose dire, depuis 20 ou 25 ans. À l'arrivée, ce sont de bonnes nouvelles. C'est une société augmentée, c'est l'homme augmenté, c'est plus d'humanisme dans la société, c'est toute une série de transformations qui vont en réalité libérer une nouvelle croissance. Mais ça s'est pas senti dans le discours d'hier, si? Ah non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, c'est là où il faut regarder. Moi, je suis chiche, chouette, on va regarder là, tous ensemble, et on va faire de belles découvertes. Bien évidemment, il y a des obstacles, mais il n'y a aucun obstacle que nous ne soyons pas capables de surmonter. Alain Madelin, est-ce qu'on est dans le coup, nous, les Européens? Parce que Français, on a écouté le président français, on est Européens, on se dit, tiens, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est dans le coup, là? Bien sûr que non. Ah, c'est donc moins... L'intelligence artificielle, tenez, on va avoir, je crois, un sommet de l'intelligence artificielle en France. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que nous faisons? Les Américains innovent, nous, l'Europe réglemente, et nous, on taxe en bout de course. Et un exemple concret, c'est que les dernières nouveautés de l'Apple, etc., qui sont aux États-Unis, vous ne les avez pas en France. Et vous ne les avez pas en Europe, parce que nos réglementations bloquent tout ça. Vous les avez partout sur la planète, vous les avez même en Russie, vous ne les avez pas en France. Il va falloir qu'on change un peu. Mais justement, ce qui est intéressant dans ça, c'est que si vous regardez ce qu'il faut faire, c'est un grand, grand choc de liberté. Nous sommes le 1er janvier. Le 1er janvier, vous avez une nouvelle dimension de la réglementation européenne qui va s'appliquer aux entreprises. C'est la conformité. Les entreprises, en Europe, doivent être conformes. Conformes à quoi? Plein de normes sur l'éthique, plein de normes sur la morale, plein de normes sur l'écologie, etc. À l'arrivée, 1200 indicateurs. 1200. Pourquoi? Il va les observer, il y a des fonctionnaires qui vont dépouiller tout ça, qui vont regarder. Et si vous n'êtes pas conforme, vous risquez une amende de 5, allant jusqu'à 5% de votre chiffre d'affaires. Vous croyez que l'on prépare l'avenir comme ça? Vous croyez que l'on prépare l'avenir en inscrivant, comme on l'a fait, le principe de précaution dans notre Constitution? Non, il faut inscrire le principe de liberté dans notre Constitution. Merci Jacques Chirac. Hein, oui, bien sûr. Un homme de droite. Hein. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Je dis, là, au fond, ce que nous subissons, c'est un mal français qui atteint l'ensemble de la classe politique depuis plusieurs décennies. Ce mal français, c'est l'étatisme. Et c'est ce mal français qui nous donne aujourd'hui plus de prélèvements obligatoires, plus de dépenses publiques, et plus de dettes, et plus de réglementation que les autres. Donc c'est ça l'obstacle. On va reparler de l'Europe et du monde. Mais malgré tout, je note que vous avez très habilement pas répondu à la question sur le mea culpa d'Emmanuel Macron. Est-ce que selon vous, il a enfin entendu ce qui lui a été adressé, c'est-à-dire un discours qui dit ça commence à tirer un peu, la dissolution, c'était pas forcément la bonne solution, il l'a reconnu lui-même. Est-ce que vous avez été convaincu par ça et par la volonté de faire un référendum, des référendums? Si vous voulez, c'est bien. Mais j'ai cru comprendre que sur la dissolution, il dit vous m'avez pas vraiment compris. Vous croyez? C'est ce qu'il dit. C'est pas totalement de ma faute. C'est-à-dire que c'est pas totalement le chancelier Scholz aussi, il a dissous. Enfin, il faut laisser du temps au temps pour regarder. Bon, bref, peu importe, il l'a dit. On va pas revenir sur le lait renversé. On ne le peut pas. On va pas revenir en arrière. Non, mais donc ce qui compte, c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée de solliciter les Français, de consulter les Français, et sur quoi, par exemple, sur l'immigration ou sur les retraites? C'est une bonne idée de faire ça cette année? Alors, si c'était sur l'immigration, sur les retraites, il faudrait qu'il y ait un beau débat pour préparer ça. Si vous avez un beau débat, oui, chiche. S'il s'agit d'une question de convenance pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible, non. S'il s'agit de dire, eh bien, je vais ouvrir les fenêtres de l'avenir et je vais faire un référendum sur... Non, non plus. Ça, ce n'est pas les référendums des Français qui vont déverrouiller le futur. Ce que l'on demande pour déverrouiller le futur, j'y reviens, c'est vraiment un choc de liberté. Oui, mais là, à court terme, c'est déverrouiller le futur, certes, mais pour le gouvernement aujourd'hui, c'est d'obtenir une majorité, une stabilité dans les 3 semaines qui viennent. Comment on fait? Je ne sais pas.
Bah, au moins, vous êtes honnête. Vous êtes un des rares à le dire. Non, mais c'est extrêmement difficile. Personne ne le sait vraiment. Personne ne le sait, c'est très difficile à faire. Il n'y a pas de majorité possible. C'est ça. La seule chose que l'on pourrait faire, et c'est ce qu'a essayé Macron, et ce qu'essaie difficilement de prolonger François Bayrou, c'est de se dire, si on réussissait à détacher les socialistes de leur dépendance à LFI, il y aurait une sorte d'assurance vie du gouvernement pour durer. Le seul problème, c'est que les socialistes d'aujourd'hui, ce ne sont pas les socialistes de Rocard, ce ne sont pas les socialistes de Delors, ce sont les socialistes qui ont suivi LFI et son programme. C'est-à-dire, ce sont des socialistes qui sont totalement à part, ce ne sont plus des sociodémocrates. Ce sont vraiment des gens qui ont un peu perdu le bon sens de ce qu'est l'économie. Il faut peut-être leur donner des gages. Il faut faire. Il faut peut-être leur donner des gages aussi, parce que les appels qu'ils ont lancés sur la réforme des retraites, la suspension, ou sur la proportionnelle, ou sur le 49.3, on ne peut pas dire qu'on leur a apporté une réponse très positive. Vous avez raison. Faut leur donner des gages, mais pas trop. Faut pas être en dépendance vis-à-vis des socialistes. Oui, si vous étiez en dépendance vis-à-vis des socialistes, vous ne pourriez pas faire des réformes. Qu'est-ce qu'on aurait pu donner aux socialistes ? La proportionnelle, parce que c'est quelque chose qui les détache de LFI, mais encore faudrait-il qu'ils se convertissent vraiment à la social-démocratie. Et en plus, même s'ils se convertissaient à la social-démocratie, en 2025, c'est un peu dépassé. On aurait pu donner, vous l'avez suggéré, la réforme des retraites. Parce que c'est une mauvaise réforme, parce que ça coûte rien de supprimer l'âge pivot, parce que en réalité, si vous dites tous les 3 ans, on rajoute 1 an ou 6 mois... C'est l'agenda de Marisol Touraine. Oui, bien sûr, l'agenda. La bonne réforme. C'est une bonne réforme. Oui. Quel est l'avantage de cette réforme ? C'est qu'elle laisse les Français choisir l'âge de la retraite. Et ce qui est populaire en France, c'est une retraite à la carte. C'est une retraite choisie. Vous mettez ça dans les sondages, vous avez 3/4 des Français qui sont pour. La retraite à poids aurait pu permettre de faire ça, mais on n'a rien compris de la retraite à poids. Là, on peut le faire, et je crois réellement que les Français, ils ont compris qu'il fallait travailler plus longtemps. Mais ils disent, si je suis obligé de travailler plus longtemps, qu'est-ce qui me garantit que j'aurai un emploi ? Rien. Et là, c'est une angoisse. Deuxièmement, en réalité, l'âge de la retraite, le même pour tous, les Français sont différents. Il y a des gens qui ont la propriété de leur maison, il y en a qui ne l'ont pas, il y a des gens qui sont en forme, il y a des gens qui ne sont pas en forme. Il y a des gens comme vous, Pascal Perret, qui disent jamais la retraite. Non, je peux continuer à travailler jusqu'au bout. Oui, ne lui en parlez même pas. Que LFI, que LCI m'embauchera. Oui, c'est ça. Bien sûr. Justement, vous avez fait la retraite à la carte, c'est ce que peut permettre une réforme de la retraite avec l'agenda Touraine. La réalité, c'est que François Bayrou met ça en discussion avec les partenaires sociaux. Moi, à sa place, j'aurais fait une réforme blitzkrieg. J'aurais dit, écoutez, on va faire ça tout de suite. Allez, voici la base du premier texte. L'application, l'application, elle sera laissée aux partenaires sociaux. Mais si vous faisiez ça dans un délai très court, vous pouviez la supprimer. Si vous dites, je fais un allongement du discours, de la discussion avec les partenaires sociaux sur 6 mois ou sur 1 an, vous ne pouvez pas la supprimer parce qu'on en a besoin économiquement. Donc on abandonne l'idée de l'âge pivot, de l'âge légal, et puis on passe à l'agenda Touraine, c'est-à-dire qu'on dit 172 trimestres, et puis vous pouvez partir, ou vous faites votre choix. Dans d'autres pays, on garde l'âge pivot, mais en France, c'est un totem. Un totem pour la gauche, c'est un totem pour la droite. Bon, on enlève le totem et on enlève avance. le totem. Un regard sur le gouvernement de François Bayrou, dont vous avez commencé à parler tout à l'heure. Est-ce que, selon vous, il arrive à apporter suffisamment d'ouverture pour être stable dans le temps ? Écoutez, il a des poids lourds. Oui, ça compte. Ce qui est plutôt une bonne chose pour faire de la politique. Maintenant, ça va être son talent et notamment son discours de politique générale. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, ce discours ? Je crois qu'à l'heure actuelle, les Français... Bayrou, il aurait été formidable à la place de Macron. Il s'est préparé pour être à la place de Macron. Et le moment Macron a été un moment où on aurait pu faire plus que n'a fait Macron et que Bayrou aurait été peut-être en capacité de faire. C'est-à-dire réunir un certain nombre de gens, dire voilà, maintenant ensemble on peut progresser. Le moment Macron a passé. Et puis je vous ai parlé du futur.
ce qui est la clé. Et la préparation du futur, il va falloir aller vite. Parce que l'on a perdu beaucoup de temps. Et parce que les autres vont vite. La compétitivité d'un pays, c'est la compétitivité de ses entreprises, plus la compétitivité de son État, plus l'agilité de son État. Donc il va falloir aller vite. Attends, juste un mot, je termine. Il va falloir aller vite. Et à ce moment-là, vous avez besoin, en réalité, d'un leader entraîneur. Je suis d'accord. Pas d'un leader qui essaie de bricoler quelque chose. Il va être obligé de bricoler quelque chose. C'est les faits qui l'imposent. Et ça diminuera bien évidemment ce qu'il faudrait faire, l'impact nécessaire d'un entraîneur pour faire bouger le pays enfin. Alors, les États-Unis, ils vont avoir justement un leader qui entraîne le 20 janvier Trump. Comment est-ce que nous, on fait, Européens, face à cette guerre commerciale dont il nous menace? Emmanuel Macron disait hier, il faut sortir de la naïveté, les Européens, il est temps de se réveiller. Est-ce qu'on en a vraiment les moyens? Trump est un protectionnisme. Le protectionnisme, c'est la plus grande erreur que les économistes connaissent. C'est vrai. Hein. Quand vous dites « je mets des droits de douane » sur des produits chinois, ce ne sont pas les Chinois qui paient, c'est les consommateurs. Ce sont les consommateurs américains qui paient. Et quand vous voulez dire que face à Trump, vous allez mettre aussi des mesures protectionnistes, ça veut dire que vous faites payer les consommateurs européens. Est-ce intelligent? Alors, dans certains cas, oui, on peut jouer une mesure de protection contre une mesure de protection, mais globalement, c'est la politique la pire. On dit que ça coûtera 1000 milliards sur les consommateurs américains. Mais dans le même temps, c'est vrai que Trump compense par une politique d'ouverture aux nouvelles technologies, d'accueil des talents notamment du monde avec entier. Elon Musk. Ouais. Oui, bien sûr, c'est Elon Musk. Bien sûr. C'est là-dessus que je voulais vous interroger, parce que je reviens au débat français. De tous les candidats à l'élection présidentielle potentielle, putatif pour 2027, il n'y en a pas un qui est ingénieur. Ce sont tous des énarques. C'est des gens qui ont le modèle de pensée qui nous a conduits à l'endroit où on... Trump n'est pas ingénieur, non? Non, mais il est entouré par Elon Musk et par d'autres. Et il a le sens des affaires, et il a dirigé une entreprise, il sait ce que c'est qu'un compte de résultat, il sait ce que c'est que payer des impôts, gérer la trésorerie. Alors, vous avez raison, il y a une grande règle de l'économie qui veut que l'on fait plus attention quand on dépense son propre argent que lorsque l'on dépense l'argent des autres. C'est logique, vous me direz. C'est exact. Et donc, c'est quand même vrai que c'est un guide pour transformer notre État. Permettre à des gens qui savent ce que c'est que l'argent, parce que c'est leur, pour gérer n'importe quoi. Donc, ça, c'est vrai. Elon Musk et les gens de la Silicon Valley, je les connais bien, j'ai été administrateur, senior advisor, non, même pas senior, advisor tout court, un petit advisor d'un grand fonds qui a été créé par un de ces caïds. Vous avez été conseiller. De la Silicon Valley, et admiratif. Beaucoup, comme Elon Musk, sont en réalité un peu malades mentaux. Il est autiste Asperger. Beaucoup sont autistes Asperger. Alors, ce qui est extraordinaire de cette maladie, j'ai regardé un petit peu, c'est que ça donne des gens un peu repliés sur les mêmes, mais un peu ignorants à l'environnement, mais en même temps des gens géniaux. Mozart, c'était le cas de Mozart. Bizarre sur le plan du comportement personnel, mais tellement génial. Alors donc, il y a beaucoup de génies. Et il y a beaucoup de génies qui sont dans la Silicon Valley, qui viennent de France. Ne disons pas qu'on n'a pas les talents. La France a tout pour réussir. On est un pays de découvreurs, un pays de créateurs, un pays d'entrepreneurs, un pays d'explorateurs. Franchement, mais le vrai problème, c'est que nos talents, ils sont attirés par la Silicon Valley. Par l'argent, mais pas seulement par l'argent. Par les conditions de recherche, tout simplement. Exactement. Une dernière question pour Magali. Par la liberté de la recherche. La liberté de la recherche. Vous avez plein de bouquins ou des recherches où des gens qui sont dans la Silicon Valley expliquent le climat de liberté par rapport aux hiérarchies qu'ils quittaient en France. Donc, si vous voulez, le futur, il se découvre et il se construit par les libertés. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, on a vraiment besoin d'un choc de liberté en France. Alors, un choc de liberté, il y en a eu un, mais c'est en Argentine. C'est le libertarien Milei. Ouais. Alors, comment est-ce que vous jugez justement l'homme à la tronçonneuse qui sabre dans les dépenses publiques, dans les ministères? Il a fait baisser l'inflation, mais au prix d'une aggravation de la pauvreté. Exactement. Vous avez une situation en Argentine, une situation politique qui est habituée au populisme depuis si longtemps. Vous aviez une situation de catastrophe en Argentine et vous aviez une situation d'inflation redoutable.
il y a une chose, Pascal ne me mentira pas, il y a une chose que savent faire les économistes, c'est casser l'inflation. C'est pas très difficile de casser l'inflation. Et il a suivi les quelques bonnes recettes, il n'aurait même pu aller plus loin, il a suivi quelques bonnes recettes pour casser l'inflation, et donc il y a la réussite Milei. Et le reste, on verra plus tard. Merci beaucoup, Alain Madelin, d'avoir été notre invité politique ce matin dans le N'oubliez pas, choc de liberté. Tâchez de retenir ça pour les prochains mois et les prochaines années.